Gaston Lepage, vous êtes en train d'hiberner votre avion, si je comprends bien. Oui, parce que les hydravions, c'est pas des oiseaux qui vont dans le sud. Ouais. Alors donc, ça vous a pas empêché de voler l'accident qui est survenu au mois de septembre? Non, ça m'a pas empêché de voler. Je me suis posé des questions, mais je pense que j'aime trop ça. C'était le pouvoir de voler, là, ça a été donné à l'homme au début du siècle, en tout cas avec les avions. Et j'ai la chance, moi, de faire partie de ce siècle-là. Je suis comme un artisan, un colon de l'aviation, si on veut. Et je peux pas m'empêcher de voler. Ça ne veut pas dire que c'est une passion débridée, là, let's go, on part. Non, c'est réfléchi, l'affaire. Vous n'avez pas plus peur qu'avant, non? Non, j'ai pas plus peur qu'avant. C'est sûr que les images que j'ai dans la tête vont me rester, mais ça, c'est parfaitement normal. On pourrait avoir un accident de voiture, puis les images vont nous rester aussi dans la tête très longtemps. Non, je trouve encore très jouissant d'être au-dessus des problèmes de la Terre. Ça fait peut-être 2 ou 3 minutes qu'on vole, tout d'un coup l'avion se retrouve complètement le nez par en bas. L'avion se retrouve le nez par en bas sans que c'est pas... Étant pilote, c'est pas une manœuvre que le pilote aurait pu faire même en essayant de pousser ses commandes complètes. L'avion est trop cabré, trop... mais ça dure peut-être 1-2 secondes, elle se replace. Après ça, elle part vers la droite. Et elle part vers la droite, c'est tellement violent quand elle est partie vers la droite que là, je me suis dit, c'est impossible, il n'y a personne qui va sortir de ça. Ça dure peut-être 1 seconde, puis je vois les sièges partir en avant. Tout le devant de l'avion s'en va. Le devant, je vois les sièges s'en aller. Là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, puis on se retrouve dans le vide. OK? Mais non, on s'en va à 140 000 à l'heure, là. Tu sais, si l'avion se détache, paf, tu tombes. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais là, l'avion se met à descendre, mais on descend face à terre. Descendant face à terre, c'est rien de plaisant, mais là, je me dis, si ça peut faire assez fort qu'on meure vite, tu sais, parce que... Déjà là, quand elle a splitté, c'était décidé qu'on était mort. Normand Rioux, c'est un vrai miraculé. En février dernier, l'avion de brousse dans lequel il prenait place s'est écrasé juste au nord de cette île. Le Cessna 185, piloté par un de ses amis, était en route pour Labrador City. Il s'est carrément désintégré en vol avec 4 occupants à bord. Normand, un des 2 survivants, se souvient de tout, seconde par seconde. On est en descente, j'essaye de me détacher, je suis pas capable. Tout d'un coup, ça frappe à terre. Paf! Bon. Mais là, moi, je pense que je suis mort. Là, c'est comique de te le dire parce que tu l'as décidé en haut. Puis là, ça fesse, c'est vrai que ça fesse solide. Puis là, voyons, je détache ma ceinture, je me relève. Puis là, je me dis, hey, un mort qui a mal dans le côté. Ça se peut pas parce que tout ce que je vois en avant de moi, c'est blanc. Ce que je sais pas, c'est qu'on est dans 6 pieds de neige aussi, là. Puis l'avion, quand elle a frappé au sol, elle s'est soulevée un peu du devant. Ça fait que c'est pour ça qu'on n'est pas mort, là. Hey, ouais. Pilote de brousse d'expérience, Normand Rioux a pris le soin de bien équiper l'avion. Vêtements chauds, kit de survie, une hache, un couteau, jusqu'au téléphone cellulaire qui a continué à fonctionner malgré l'impact. Tout ça lui a permis de tenir bon à moins 30 degrés Celsius jusqu'à l'arrivée des secours. Là, écoute ça, là. Écoute, c'était rentré dans la neige, là. Le Don était là, moi j'étais là. C'est un miracle. Oui, c'est un paquet de hasard. C'est... Au-delà des hasards, puis du miracle, il y avait une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est la préparation. OK? Les pilotes de brousse sont habitués à ça. Ils connaissent ça. Ils se préparent en conséquence. Donc, on avait tout à bord de l'avion pour ça. C'est-à-dire, à part le fait que vous êtes finalement tombé de la bonne façon dans de la neige molle, donc qui a amorti le choc, si vous n'aviez pas eu votre couteau, votre hache, vos combines, votre tuque, vos mitaines, qu'est-ce qui serait arrivé? On serait mort gelé. Bon, ben là, écoute, je suis après pomper les flottes, bien entendu, parce que les flottes sont séparées tout en compartiments. C'est très important qu'il n'y ait pas vraiment d'eau là-dedans. Fait qu'il y en a toujours qui s'accumulent à cause de l'humidité, puis... Aujourd'hui, Normand Rioux, 42 ans, continue à piloter son petit Piper 1960 comme si de rien n'était. Je vérifie si les volets ils fonctionnent.
Les deux côtés, bien entendu. Et allez, ce qu'on appelle les flaps. On vérifie si ça fonctionne. Il dit être un peu plus prudent, un peu plus attentif aux moindres petits bruits suspects. Mais il reste un mordu de l'aviation de Bruce, un véritable passionné que rien ne pourra arrêter. Bonjour monsieur, c'est Foxtrot Victor Kilo Delta. J'appelle pour un complément à mon briefing de ce matin pour un vol VFR de Rivière-des-Prairies au nord de Taureau. La brume locale s'est levée ici, je voulais confirmer. On a été pris 5 jours la semaine passée. Là, je suis bonne pour 6 heures. Diriez-vous que c'est un loisir ou un sport dangereux? Oui, c'est un sport dangereux comme la plongée, comme le parachutisme, comme à la limite les sports équestres, on peut se blesser. Les gens qui conduisent leur voiture comme si c'était un sport, je trouve ça extrêmement dangereux, beaucoup plus dangereux. La moto, j'ai fait de la moto pendant 8 ans. C'est sûr qu'un jour, je me suis blessée parce que je me servais de ma moto comme un moyen de transport. Alors que la moto, selon moi, c'est un peu comme l'aviation. Il faut faire ça quand on est en forme puis quand il fait beau. C'est le moyen de transport le plus rapide, mais pour les gens pas pressés. C'est ce qu'on dit toujours, les pilotes privés. Nathalie Mongeau est une passionnée du plein air depuis toujours. Le canot-camping, la pêche, les paysages nordiques, elle en mange. C'est comme passagère qu'elle a eu son premier contact avec le vol de brousse. Ses amis, propriétaires d'avions, la déposaient souvent quelque part dans le nord, loin de la civilisation, pour lui permettre de pratiquer ses loisirs favoris. C'est comme ça qu'elle a eu la piqûre. Elle a pris des cours de pilotage. Aujourd'hui, Nathalie est une des rares femmes pilotes de brousse au Québec. Coureuse des bois modernes, Nathalie Mongeau passe ses étés dans les airs et sur les lacs. Du mois de mai à octobre, ne la cherchez surtout pas à Montréal. À bord de son Piper Super Cub 1961, anciennement propriété de Jean-Claude Lauzon, elle passe son temps dans le Grand Nord. On fait un feu quand il fait beau. S'il fait très mauvais, à ce moment-là, on va prendre le petit poêle, on se fait une petite bouffe de survie, là, un sachet de nourriture lyophilisée. On fait bouillir deux tasses d'eau, on met ça là-dedans, on brasse tout ça, on mange ça. 10 minutes après, on est couché. Puis on se repose, puis on attend qu'il fasse beau. La météo est un facteur primordial pour la sécurité des pilotes de brousse qui volent sans radar, sans aucune assistance. C'est du vol à vue. La visibilité et les vents doivent donc être favorables, et ce n'est pas toujours le cas. Au cours des 9 premiers mois de cette année, 8 avions de brousse se sont écrasés au Québec. Bilan, 8 morts. Mais Nathalie nous assure qu'elle est une pilote extrêmement prudente. Elle tient à piloter jusqu'à 75 ans. Elle attend donc toujours une météo parfaite. C'est quoi le plus grand plaisir à voler dans la brousse? Qu'est-ce qui vous procure le plus grand plaisir? Quand il fait beau, puis là, je vois toute cette étendue de nature sauvage et vierge au Québec, je me dis toujours qu'on a le plus beau pays du monde. C'est tellement une beauté, c'est un peu farouche comme beauté, là. C'est quand même quelque chose qui doit s'apprivoiser. Mais pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau, là. C'est poissonneux, il y a du gibier partout, il y a de la place, il n'y a personne. Puis là, tu as un peu l'impression, mais c'est sûr que c'est une fausse impression, là, mais tu as un peu le sentiment égoïste que tout est à toi. Tout ça est à toi, là. C'est tout là pour ton plaisir, là. Puis c'est vraiment extraordinaire. Moi, c'est Jean-Claude puis Gaston. C'était Jean-Claude Lauzon puis Gaston Lepage. C'est vraiment eux qui m'ont initié, qui m'ont donné le goût et qui m'ont fait découvrir tout ce monde-là. Puis ensuite, Henri Atlas aussi, beaucoup. J'ai volé beaucoup avec lui. Puis lui, c'est un pilote qui vole aux instruments. Il est vraiment très précis, il a un pilotage très précis. Puis c'est un bon modèle pour moi, je trouve. Ces mains qui tiennent aussi bien le bistouri que les commandes d'un avion sont celles du chirurgien Henri Atlas. Le compagnon de vie de la comédienne Dominique Michel est venu de sa Belgique natale pour tomber en amour avec l'aviation, ici au Québec. Depuis 20 ans, il est devenu une sorte de gourou, de père spirituel de la plupart des pilotes de brousse privés de chez nous. Aujourd'hui, Dr Atlas a troqué son avion de brousse pour un bimoteur très performant. C'est vrai que ça fait quand même assez longtemps que je vole, puis j'ai eu l'occasion d'emmener bien des amis qui ont fait leurs premières armes. Il y a eu Gaston Lepage, Laurent Gaudreau, malheureusement Jean-Claude Lauzon. Et puis on était toute une petite gang à être toujours ensemble.
On a fait nos premières armes ensemble et puis au fur et à mesure, on en a embarqué d'autres. Comme nous autres, on s'est fait embarquer par d'autres pilotes de brousse. On va commencer le virage maintenant sur un 4360. C'était l'Alpha pour 360. Mais vous avez combien de copains proches qui sont morts dans les accidents d'avion? J'en ai eu 3-4. Le plus proche, c'était Jean-Claude. D'ailleurs, on me demande souvent si, après avoir vu, parce qu'on a eu plusieurs femmes qui sont tuées, et puis à un moment donné, ça se resserre, ça te fait pas peur de voler. Je dis, ben écoute, pas plus qu'en voiture, mais par contre, le jour où on va me prouver que 9 accidents sur 10 sont dus à des moteurs qui arrêtent, ben, vous ne me verrez plus là-dedans, ça c'est sûr. Mais c'est pas le cas. Sinon, on n'est pas à l'abri d'une erreur humaine comme n'importe qui, mais on va essayer de faire attention. Un Piper comme celui de Normand Rioux vaut 40 000 $. Celui de Nathalie Mongeau, plus de 80 000. Et le Beaver de Laurent Gaudreau dépasse les 350 000 $. Les manches. Moi, je suis, je pense, le proverbe tibétain qui dit les 25 premières années de sa vie, il faut les consacrer à apprendre des choses. Les 25 autres années de sa vie, il faut travailler pour apporter collectivement sa part. Les 25 autres années, je suis rendu là, il faut s'amuser. Il faut se faire plaisir. Laurent Gaudreau est vice-président et fondateur du groupe Quotient, une maison de production de cinéma et de télévision. Mais aujourd'hui, dans la cinquantaine, il se consacre de plus en plus au vol de brousse. Cette année, il a passé 2 mois dans le Grand Nord et près de la Tuque où il possède un chalet au bord d'un lac isolé. Alors, ça, c'est vos quartiers. C'est ça c'est nos quartiers d'automne, de printemps et d'hiver. C'est avec sa gang de chums, comme il le dit lui-même, qu'il préfère s'adonner à son loisir favori. Notre groupe, on est des gens de la fin de la vingtaine jusqu'à dans la soixantaine. On fait souvent des farces. On dit, là, les jeunes, n'oubliez jamais que c'est vous autres qui allez nous emmener au camp, mais qu'on soit trop vieux. On va faire une rampe d'accès pour les chaises roulantes, puis vous avez besoin de nous emmener. C'est une condition sine qua non. D'ailleurs, près de là. Non, on n'est pas près de là, mais on se prépare. Convention d'actionnaire où on a pris les plus jeunes. On a dit, quand on sera plus capable de piloter, si jamais ça nous arrive, vous avez l'obligation de nous amener. Dans le groupe de Laurent Gaudreau, il n'y a que des vrais mordus. Ils se déplacent presque toujours ensemble. On dirait une secte. ORC, BNZ, ZBV, on utilise les lettres d'avion. Puis lorsqu'on discute ici dans le chalet le soir, là, puis là, ça jase de tout bord de côté, on parle de notre avion comme une personne. Puis ça, je m'en suis rendu compte quand mon ami, à un moment donné, m'a dit « Arrête, tu parles de ça comme un enfant ou comme une blonde ou comme un chum. » Tu sais, c'est quand même... on parle pas d'un auto comme ça. Vous direz pas, moi, ma Ford Topaz, tu sais, je veux dire. Mais l'autre, on parle de RIW, d'ORC, de ZBV. On parle de ça comme s'il y avait un âme, notre avion. Moi, j'ai l'impression que vos avions, c'est plus important que vos femmes ou vos blondes. On peut pas dire ça. C'est des questions qui se nous Mais posent. je pense que aussi, on doit composer, parce que c'est sûr que quand on vit avec une compagne, on a une compagne dans la vie, puis qu'on consacre beaucoup de temps à l'aviation de brousse, ben là, à un moment donné, il faut définitivement accepter des compromis, puis il faut avoir une personne dans la vie qui accepte aussi qu'on consacre autant de temps que ça. L'aviation de brousse, c'est un sport qu'il faut que tu sois très alerte et dans plusieurs domaines, dans le sens que tout est fonctionnel quand tu es en vol. Premièrement, ta dextérité manuelle, les jambes, les yeux, les oreilles, parce qu'on écoute les sons de notre avion. Le moteur va avoir un minime changement. Je sais même pas comment ça pourrait être des baies. Maintenant, comment il pourrait varier. Puis, quelque chose qui se passe dans mon cockpit, c'est plus pareil comme avant. Quand on vole dans la brousse, il faut s'attendre à avoir des conditions différentes d'une fois à l'autre. Il n'y a pas un plan d'eau qui est pareil. Il n'y a pas une rivière qui est pareille. Donc, c'est constamment d'avoir... de maîtriser ces éléments-là le plus possible, et ça demande des heures. Et à la limite, vous aimez ça. Vous aimez ça quand c'est difficile. Ben oui, c'est ça qui fait le... C'est ça le charme de la chose. Est-ce que vous diriez que la plus grande qualité d'un pilote de brousse, c'est justement l'humilité? L'humilité devant les erreurs, l'humilité devant la température, devant le temps? La plus grande qualité, c'est l'humilité. C'est de savoir où se situe sa limite. Sa limite personnelle. Sa limite personnelle, et ça, il ne faut jamais essayer de se comparer
à notre copain qui est pilote. On a beau être passionné, il faut être à l'aise financièrement quand on est pilote de brousse. Jugez vous-même. Un Piper comme celui de Normand Rioux vaut 40 000 $. Celui de Nathalie Mongeau, plus de 80 000. Et le Beaver de Laurent Gaudreau dépasse les 350 000 $. Mais ce n'est pas tout. Pour voler en avion, il faut l'entretenir, l'assurer, l'entreposer. En moyenne, 100 $ par heure de vol. Un pilote moyen qui passe 100 heures par année dans les airs dépense donc au bas mot 10 000 $ annuellement. RZL, est-ce que tu me reçois mieux sur le UHF à toi? Je suis à la verticale de la Marquette. Ah, bon, ça va mieux, là. On t'entend mieux. Ça fait du bien d'entendre ta voix, là. C'est un bout, là, qu'on ne l'avait pas entendu. À toi. On s'en va où, là? Là, on s'en va à Chute des Passes. Et présentement, on est à Alma. On s'en va à la base principale d'Expéditaire, qui est à Chute des Passes, au lac à la Carpe, là où nos opérations principales se font. Combien de temps de vol? C'est 50 minutes à peu près. Ça devrait brasser un petit peu. Là, je sens qu'il y a un peu de vent. Et puis, d'après la forme des nuages, en tout cas, ça devrait brasser un peu. À 23 ans, Stéphane Tremblay est le plus jeune député à la Chambre des communes à Ottawa. Petit gars d'Alma, c'est lui qui a remplacé Lucien Bouchard comme député du Bloc québécois. Mais avant de piloter des dossiers, Stéphane était pilote de brousse professionnel. Il a travaillé pendant 3 ans pour la compagnie Expéditaire, propriété de son père. Il était dans le voyage de noces, c'est un homme et une femme. Ah ouais? Ils étaient mariés samedi. Ah ouais? Ah ben. Ouais. Je lui ai fait un cadeau de noces. Je les ai toutes survolées à la rivière, là, qui allait descendre par après. Ah ben, c'est bien ça. Ouais. Bon, avez-vous tout votre stock de débarquer? Mais le jeune couple en voyage de noces, ce n'est pas le gros de la clientèle d'une compagnie de transport de brousse. La majorité des clients, ce sont des pêcheurs et des chasseurs. Pour se rendre dans un chalet ou une pourvoirie, ils ont presque toujours besoin d'un hydravion. Le territoire est immense et la compagnie réalise le gros de son chiffre d'affaires d'1 demi-million de dollars en quelques mois à peine. Nous demandons de boucler votre ceinture pour toute la durée du vol et de vous abstenir de fumer. Merci et bon vol. En ce mois de septembre, chez Expéditaire, les 2 Beaver à 1 hauteur décollent et atterrissent sans arrêt, de l'aube jusqu'au soir. Pourtant, ils ne sont pas neufs. Les 3 ont été construits dans les années 50. Bien entretenus, inspectés à fond chaque année, ils peuvent encore rendre de fiers services. Contrairement à une voiture, avec le temps, ils prennent même de la valeur. Leur prix aujourd'hui, entre 275 et 650 000 $. OK, Benoît, quand tu seras prêt. J'ai déjà vu des clients charger l'avion, puis vouloir absolument charger, mais dire, oui, mais le lac est court, il faudrait pas trop charger. Ah non, c'est pas grave. À un moment donné, tu négocies, mais t'arrêtes de négocier, puis bon, ton avion est chargé, tu décolles, puis tu passes à 4-5 pieds au-dessus des arbres. Ben, il n'y a pas eu de problème, ça a passé très bien. Oui, sauf que tes genoux claquaient comme ça en dessous du cockpit, parce que tu sais, tu étais juste là, sur la ligne, là. Chargés ou pas, les avions doivent décoller. Il faut être très précis sur le poids. Une surcharge même minime peut être fatale. Cet été, un hydravion trop chargé a accroché des fils électriques et s'est écrasé à Shefferville. 2 cuisinières d'une pourvoirie sont mortes brûlées. À la base d'Expéditaire, bien sûr, on parle de ces accidents autour de la table de cuisine. C'est que les soirées, les pilotes les passent à parler métier. Le père de Stéphane, un passionné du vol de brousse, est bien fier que son fils ait suivi sa trace. Ça me fait sourire un petit peu. J'ai 2 garçons, puis ils ont fait les 2 des pilotes. Alors, il y en a un qui est pilote chez Air Alma, puis l'autre pilotait pour moi. Et puis, ma femme, elle disait que c'était de ma faute si les autres étaient pilotes. alors, on influence probablement, peut-être, nos fils sans le savoir, sans le vouloir. Hein. Est-ce que ça vous faisait plaisir? Oui, je ne le disais pas à Janine, mais à moi, ça faisait plaisir. Quand on dit « j'ai le mal de terre, j'ai le goût de voler », c'est ça qui est le plaisir, c'est de quand tu tires sur les commandes et que tu mets les gaz, puis que tu es en l'air, tu es libre, c'est très agréable. Alors, vous prenez jamais de chance. Partez jamais dans les conditions limites. On part tout le temps. N'empêche que la fatigue s'accumule sur 4 mois, comme on parlait tantôt, 7 jours sur 7. Puis la tension est toujours là, c'est toujours les matins de bonne heure. Tard le soir, les repas sont irréguliers. Instagon. Mais le vol de brousse, ce n'est pas toujours aussi extraordinaire. Fin septembre, nous sommes allés à Shefferville, à la chasse au caribou.
Pour se rendre dans les pourvoiries de la région, le seul moyen, c'est l'hydravion. Comme vol à vue, on a déjà vu mieux. Nous avons volé dans la neige, la pluie, la brume. Par moments, on ne voyait strictement rien. On est dans la pire période de l'année. Pour le travail, on est vraiment dans la pire période de l'année. On est pris avec la neige, puis les vents, la pluie, puis beaucoup de choses de brume aussi. Tout ça, ça travaille sur le système, puis ça devient fatigant à la longue, c'est sûr. Mais il faut composer avec ça. Sauf que plus on prend de l'âge, plus on a de la misère à le supporter. Il faut ce qu'il faut. Ces chasseurs américains ont payé 4 500 $ chacun pour venir passer 6 jours dans le nord canadien et rapporter 2 caribous par client. À ce prix-là, on ne peut pas les faire attendre. Il faut les voyager beau temps, mauvais temps. Pourtant, les pilotes sont réticents à dire qu'ils prennent des risques. Alors, vous prenez jamais de chance. Vous partez jamais dans les conditions limites. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est ça ou c'est pas ça? On essaie le plus possible. On part tout le temps. Vous partez tout le temps? On part tout le temps. L'essayer. Il y a beaucoup de chasseurs qui rentrent ici, puis ça rentre. Les entrées de chasseurs rentrent à tous les jours. Si on a le malheur de retarder d'une journée, on bloque l'avion, le airline, qui arrive avec les chasseurs, parce qu'on est obligé d'arrêter ça aussi. Puis, il faut faire nos vols absolument pour que les chasseurs fassent leur chasse. C'est des gens qui payent quand même assez cher pour venir ici, puis ils sont limités en temps, 6-7 jours. On est obligé de donner un assez bon service. C'est ça qui fait beaucoup de tension aussi, mais on n'a pas le choix, il faut vivre avec ça. Air Saguenay, la plus grosse compagnie québécoise de vol de brousse, possède 28 camps comme celui-ci. 16 servent à la chasse aux caribous, les autres pour la pêche. Air Saguenay transporte 4000 chasseurs annuellement, dont 20% logent dans ses propres camps. Oui. Est-ce que tu as de lever? Oui. You're in charge. Whatever. Ces pilotes circulent sans arrêt entre Shefferville et les camps. Des vols d'environ 1 heure. Souvent, sans même quelques minutes de repos, les pilotes doivent recharger l'avion et repartir. C'est comme ça toute la saison. C'est quoi le pire ennemi d'un pilote de brousse? À part ton boss. Oui, à part ton boss. La fatigue, il est là beaucoup. Puis, il y a des années, quand on est jeune, on est capable de récupérer rapidement. Je suis quand même pas vieux, là, mais n'empêche que la fatigue s'accumule sur 4 mois. Comme on parlait tantôt, 7 jours sur 7. Puis la tension est toujours là. C'est toujours les matins de bonne heure. Tard le soir, les repas sont irréguliers. Les couchers sont irréguliers. Tout est irrégulier en fin de compte. Ça fait que... Les pilotes de brousse privés nous disent le pire ennemi d'un pilote de brousse, c'est la température. Vous, ça ne semble pas être ça. Non, parce que la météo, on est habitué de travailler avec ça. Pour moi, là, aujourd'hui, on a volé dans la météo exécrable, mais on est capable de dealer avec ça. Pas mal que les pilotes sont capables de dealer avec ça, surtout avec une certaine expérience. C'est pas du jour au lendemain qu'on réussit à voler tous les jours. Là. Ça, c'est bien entendu. C'est l'expérience qui fait qu'on est capable de le faire. Bien entendu, quand on commence avec un nouveau pilote de Cessna, qui commence sur le Cessna habituellement, il y a des journées qu'on va dire au pilote de Cessna, tu t'assis là, puis tu bouges pas. Regarde-nous aller, puis attends. Nous autres, on va y aller, on va aller voir. Puis c'est certain qu'on va dans des conditions assez misérables, mais pas pour aller prendre des chances. On a une famille, puis tout ça, puis on a des passagers. Quand ça fait pas, on peut toujours se poser sur des lacs. Bruno m'a appris, lui, il m'a appris les choses. Ne jamais couper des ponts. C'est-à-dire que quand on vole, on garde toujours une alternative en arrière. Être capable de retourner sur un lac quelconque ou faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de chance à prendre, on se protège. On se protège, mais il arrive des accidents quand même. C'est après un décollage. J'ai voulu faire un 180 degrés, revenir sur mes pas. C'était sur une rivière. Puis en faisant le 180 degrés, j'ai eu comme un temps de draft, je ne sais pas c'est quoi en français, je ne me rappelle pas. Un vent descendant? Un vent descendant. Et puis le vent descendant m'a empêché de continuer mon virage. J'ai été obligé d'annuler mon virage pour continuer ce que j'étais rendu. Mais là, j'étais à perpendiculaire à la rivière. Et chaque côté, c'était une montagne qui montait à chaque bord j'avais quand même 2000 pieds à monter, là. Ça fait que j'étais pas sûr de passer en montagne. Même que j'étais certain qu'elle passerait pas en montagne.
J'étais certain. Puis finalement? Ça a duré à peu près 1 minute. Je l'ai vu monter. Puis j'étais certain que j'arriverais pas en haut sans toucher les arbres. Mais ça a passé. C'était sur une fin de saison en plus. C'était 3 jours avant de finir une saison. C'était ridicule comme erreur, mais ça arrive ça arrive de même, un accident, c'est ridicule. Puis souvent, c'est l'accumulation de fatigue, l'accumulation de bien des choses, le relâchement qui arrive dans ce moment-là. Et pourquoi vous ne le comptez pas? Parce que vous êtes gêné? Je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui comptent pas tout. C'est cet été, là, c'est quand j'ai passé j'ai coupé des fils électriques avec mon avion. Juste ça? Ben là, je pensais à rien à cette heure. Là. Sur le coup, c'était pas si drôle que ça, là, mais... Comment c'est arrivé? Vous les avez pas vus? Ben, c'est que j'arrivais pas à atterrir sur un lac, mais normalement, on vérifie notre lac avant d'atterrir. C'était comme des fils en aluminium. Puis tu vois pas vraiment. Puis je les ai pas vus. J'ai vu à la dernière minute. Puis t'es chanceux, je l'ai coupé. Vous avez eu peur? Ben, pas vraiment sur le coup. Après, là. Un coup, j'ai été atterri, puis tout l'avion était parqué, attaché sur le quai, là. J'ai commencé à shaker un peu. Jean-Claude Tremblay est propriétaire d'Air Saguenay. Il possède 15 avions de toute taille et emploie 22 pilotes. Son chiffre d'affaires, 3 millions de dollars par année. Depuis le début, environ, au maximum majeur ou mineur, environ 4 accidents. Combien de pilotes avez-vous perdu? J'ai perdu là-dedans 3 pilotes. Et des clients? Des clients, on en a perdu, je crois, on en a perdu un. Et c'était dû à quoi? Oh, écoutez, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, le pilote doit avoir un bon jugement parce qu'à bord de l'aéronef, la seule personne qui peut juger que si ça vole, que ça ne vole pas, c'est le pilote. Alors, on n'est pas assis au siège de droite, on est assis ici à la base. Alors, c'est lui qui, quand même, prend les responsabilités de ça. Normalement, ça arrive à des erreurs de pilotage, le plus rarement. C'est des erreurs, non des erreurs mécaniques, ni des erreurs de température. Dans les accidents qu'on a eus, c'est des erreurs de pilotage. Dangereux ou pas le vol de brousse? Pierre Rivet, ancien pilote et instructeur, aujourd'hui juge au Tribunal canadien de l'aviation civile, fait une nette distinction entre les amateurs et les professionnels. Je pense que les pilotes professionnels sont préparés. Ils se préparent via leurs employeurs, qui sont maintenant, ce qui n'a pas toujours été, et qui sont maintenant des gens professionnels qui entraînent leurs pilotes, qui ne les envoient pas du jour au lendemain n'importe où. L'amateur, lui, est contraint à aucune de ces supervisions-là, à aucune règle. Il peut se promener autour de Montréal pendant tout l'été puis décider de faire un voyage de pêche, comme on va en avoir à partir de maintenant, que ce soit du côté de Shefferville ou au nord de l'Abitibi ou des endroits comme ceux-là. Et là, je pense qu'on va admettre qu'il y a une très, très grosse différence entre ces deux genres d'activités-là. Et les pilotes amateurs, en général, ne sont pas préparés pour faire ça. Ceux qui disent qu'ils ont l'expérience, qu'ils l'ont fait, ben oui, ils y ont été, ils l'ont fait. Jusqu'à un certain point, le risque c'est péril. Et tant mieux s'il leur est rien arrivé. C'est que les exigences du ministère des Transports sont bien minces. Une fois obtenue la licence de pilote privé, on n'exige que 5 heures de vol solo sur flotteur pour obtenir le permis de pilote d'hydravion. C'est nettement insuffisant. Et ce sont les compagnies d'assurance qui, par leurs tarifs basés sur l'expérience des pilotes, imposent des heures de pratique supplémentaires. C'est quoi le pire ennemi d'un pilote de brousse? Le pire ennemi, la plupart des gens vont vous dire que c'est le climat, c'est le temps qu'il fait, ce qui est vrai en grande partie. Mais il y en a un autre. Et puis, à mon avis, il est encore pire. C'est cette espèce de hantise de vouloir aller faire un voyage et revenir. Il faut que je revienne, j'ai quelqu'un à rencontrer lundi. Et ça, c'est mortel, plus que le climat. Il y a une chose que les pilotes de brousse ont en commun, qu'ils soient amateurs ou professionnels, c'est la passion. Malgré la fatigue, malgré les dangers. Moi, le pire, c'est quand arrive le printemps. Les bourgeons commencent à sortir dans les arbres, puis là, on se demande si la compagnie va t'appeler, puis on est à veille de commencer, puis les lacs sont calés, puis on a toujours hâte, c'est une démangeaison, tu sais. On a hâte de recommencer. Donc, après 40 ans de pilotage professionnel, dans le stress, dans la fatigue, avec toutes les contraintes dont on a parlé, on a encore du plaisir.
T'as vu ça hier quand je l'ai décollé, l'avion? J'avais du plaisir, hein? C'est vrai ou c'est une blague? C'est vrai. Qu'est-ce qui vous a procuré? On s'amuse avec ça. Parce que là, j'ai décollé avec l'avion vide, puis dans ce temps-là, on veut épater un peu la galerie, là, c'est le temps, là, on va s'amuser. C'est la vitesse. La vitesse, la puissance, et ça monte rapidement. Et c'était pas de temps. Tout le monde était épaté autour. Aussi. Ah, puis moi-même, je m'excite moi-même là-dedans.